Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Nous sommes une semaine après l'élection présidentielle qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron. L'une des clés de sa réussite a été de dire qu'il n'était ni de droite ni de gauche et qu'il gouvernerait à droite et à gauche. Et durant toute cette semaine, c'est bien de cela dont il a été question avec la désignation des candidats aux prochaines législatives. Combien à gauche ? Combien à droite? Alors nous sommes posé la question, cette élection signifie-t-elle réellement la fin du clivage auquel la France est habituée depuis quasiment la Révolution? Ou bien s'agit-il d'un numéro d'équilibriste entre deux pôles irréconciliables, comme dirait un ancien Premier ministre? En clair, comment vont se situer les députés que nous allons élire dans 4 semaines? Quelle attitude vont-ils adopter? La recherche de la confrontation ou bien celle du consensus? C'est ce dont nous allons débattre avec nos invités, tous candidats aux prochaines législatives. Annabelle André-Laurent, conseillère régionale, Les Républicains de Haute-Savoie. Vous êtes candidate sur la première circonscription d'Annecy-le-Vieux. Olivier Véran, vous êtes candidat donc de La République En Marche sur la première circonscription. Mais il faut quand même ajouter que vous avez été député PS pendant 3 ans sur cette première circonscription lorsque Geneviève Fioraso était au gouvernement. Enfin, Michel Destot, député PS de l'Isère et candidat sur la 3e circonscription Grenoble Sud et Ouest, Fontaine-Sassenage. Bonjour à tous. Première question, premier tour de table. Comment qualifieriez-vous la période que l'on est en train de vivre, Annabelle André-Laurent? C'est une période de remis-ménage politique. On arrive dans une période qu'on ne connaissait pas avant, avec un président de la République qui a su jouer sur des modes de communication, des codes auxquels on n'était pas habitué et qui ressemblent plus à une élection à l'américaine. Donc tout nouveau, et c'est la première fois que les deux partis et de l'alternance de la droite et de la gauche ne se retrouvent pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est un remis-ménage. Ça déboussole un peu, on ne sait plus... Mais je crois que les codes ont totalement changé, alors qu'évidemment ça déboussole tout le monde politique et l'environnement, et que tout le monde est un petit peu perdu également. Michel Destot, vous êtes déboussolé aussi? Non, forme et fond. Disons que ce qui est apparu à cette élection, c'est la montée considérable du Front National, qui a structuré d'une certaine façon, et le premier et le deuxième tour. Un adjectif, on a parlé. Un adjectif, enthousiasmante, déprimante. J'ai salué la victoire d'Emmanuel Macron et surtout la défaite de Marine Le Pen, même si 34%, c'est 34% de trop. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle la gauche et la droite ont disparu depuis que la République existe. C'est une histoire multiséculaire. Ce qu'on confond, ce n'est pas simplement qu'il y a un parti de l'ordre et un parti du mouvement ou du progrès, c'est les formations qui portent ces valeurs. Et ces formations, elles peuvent disparaître, elles peuvent être en difficulté. Je vous demande un adjectif sur votre état d'esprit à vous. Inquiet, rassuré, rapidement. Il n'y a pas à être inquiet ou rassuré, il y a à être combatif. Et moi, je suis combatif pour que dans les 5 ans qui viennent, on puisse faire réussir la France. Et c'est pour cela que je suis pour l'autonomie du Parti socialiste, mais une autonomie constructive. Olivier Véran, sur la fin de ce premier tour de table, alors vous, j'imagine que vous jugez la situation réjouissante? Je ne porte pas de jugement, par contre j'observe. J'observe que les Françaises et les Français ont été nombreux à nous dire un message, à nous, responsables politiques, qu'ils souhaitaient un renouvellement de la classe politique sur les pratiques, les hommes et les femmes, et aussi de prendre une orientation qui soit différente, celle de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils en ont assez, et moi, pour avoir eu une expérience parlementaire sur 3 ans, j'en ai eu assez aussi très rapidement, de cette incapacité chronique qu'avaient des personnes qui, parce qu'ils viennent de bords politiques peut-être différents à la base, étaient incapables de s'entendre sur des sujets pourtant assez consensuels, tels que les sujets européens ou sur les réformes visant à limiter, diminuer les inégalités, défendre les libertés. Donc il y a un socle de valeurs qui se retrouve derrière une personnalité hors du commun. Je vous rejoins là-dessus, c'est pas un choix à l'américaine, c'est quelqu'un qui a tracé son sillon et qui l'a fait avec une grande honnêteté. Et d'ailleurs, je dois dire que depuis dimanche, beaucoup de personnes le découvrent réellement tel qu'il est. Et je sens quand même un vent d'enthousiasme sur le terrain qui me laisse à penser qu'il sera doté bientôt d'une majorité. Parce que ce sera évidemment l'objectif demain, c'est de lui doter d'une majorité. Sur le thème de notre conversation de droite et gauche, vous étiez de gauche quand vous étiez au Parti Socialiste. Aujourd'hui, on n'en parlait pas au passé, je viens de la gauche, mais les convictions n'ont pas changé. Vous savez, à un moment donné, il faut se poser la question, quelle est la constance qu'on attend de vous? La constance, c'est la constance dans les idées. Moi, j'ai été en soutien des réformes économique lorsqu'elle parlait de la réforme du droit du travail, lorsqu'elle parlait du CICE, lorsqu'elle parlait de défendre les entreprises, l'emploi dans notre pays. J'ai toujours eu une ligne politique de ce point de vue-là. La République En Marche, c'est un PS revisité? Non, c'est pas un PS revisité. Je vous dis que je donne une anecdote pour essayer d'expliquer les choses. Quand je suis arrivé au Parlement, le premier texte dont je me suis occupé, c'était les contrats de génération. Michel s'en souvient, un texte qui dit que lorsque vous êtes employeur, si vous embauchez un jeune et que vous ne renvoyez pas un senior, vous avez une prime. Un texte consensuel.
eh bien, il y avait des députés de droite pour me dire dans les couloirs, ce texte est très bien, s'il n'avait pas été estampillé gouvernement, on l'aurait voté. Et puis il y avait des gens, à gauche, j'y viens, il y a des gens à gauche, notamment des frondeurs, qui disaient, attention, il y a un problème, rendez-vous compte, si la droite votait un texte du gouvernement, ce serait la catastrophe. Donc, c'est pas une question de parti, et donc la question d'intérêt général était totalement oubliée. Donc là, on est dans une démarche qui est constructive, pragmatique. On est à un moment de notre histoire politique où le taux de confiance dans la classe politique est de 6%. On ne peut pas tomber plus bas, sinon on creuse. Donc il fallait changer les choses. Emmanuel Macron est l'homme de la situation. Je voudrais quand même replacer le timing. Il y a eu l'élection présidentielle, nous sommes dans le timing des législatives. Là, on va rentrer dans le débat d'idées avec quand même des députés qui se présentent ou du renouvellement. Je suis première fois que je me présente à l'élection. Il y a quand même aussi un rapport différent, excusez-moi, entre l'électeur et le député. Un lien qui existe sur le territoire entre la personne qui se présente et le député. Alors, je comprends bien votre élan, l'élan que vous voulez présenter d'Emmanuel Macron. Moi, je représente la droite et le centre. Avec des valeurs de droite et le centre et de centre. Et je suis aussi une élue de terrain. Donc il y a le timing de la campagne législative. Ne faisons pas de en dehors de toute stratégie, de toute tactique, donc vous êtes élu de la Haute-Savoie. Qu'est-ce qui fait ce fondement à droite? Alors, est-ce que c'est justement cette naissance en Haute-Savoie ou en général on est de droite? Je crois que le fondement à droite de la Haute-Savoie, c'est les valeurs aussi que la droite porte et qui se retrouvent sur notre territoire. On est un département qui sont les valeurs du travail, le mérite, le sens de l'effort, un peu de résistance, de la solidarité, pas d'assistanat. Et je pense que voilà, ce sont aussi les valeurs que nous portons et que nous transmettons et que nous représentons, nous aussi, les élus de terrain et de proximité, pour nos concitoyens. Michel Destot, votre ancrage à gauche, vous, et votre fidélité, puisque vous... Absolument, j'y tiens beaucoup. Je suis socialiste, je suis social-démocrate, dans une filiation qui est bien connue de Michel Rocard, d'Hubert de Bedou ici. Mais je considère que les gens ont besoin aussi de repères. Je pense qu'il est important que notre parcours soit un parcours de valeurs et de convictions en cohérence avec ce qu'on a fait, pouvoir établir à travers un bilan, à travers une expérience et pouvoir le dire. On est passé d'une élection présidentielle qui est le choix d'une personne, d'un homme ou d'une femme, en l'occurrence ici un homme, à une élection législative qui est une élection où le collectif doit pouvoir s'incarner dans une orientation et par des femmes et des hommes, effectivement, sur le terrain. Tous ces deux aspects sont extrêmement importants. Et le fond des choses me semble très important. Je me bats, si je suis social-démocrate, pour dire attention, l'égalité est quelque chose de très important. C'est sur la croissance des inégalités que s'est développé le populisme, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'en France. C'est très important que le dialogue social puisse être au rendez-vous de ces 5 ans à venir, et je suis sur les questions des ordonnances un peu réservé pour ce qui peut arriver, et je suis pour que le service public, qui est au fond, comme disait Henri Menuli, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, soit effectivement une valeur qui puisse être développée. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas la même chose qu'on soit dans un bord ou dans un autre. Alors, le problème des orientations, le problème du fond me semble complètement essentiel. Revenons à cette nouvelle Assemblée. Il n'y a pas 36 scénarios, il y en a 3. Vous avez l'Assemblée, vous avez la majorité absolue, donc vous pouvez gouverner. Sinon, si vous ne l'avez pas, là, il va falloir soit avoir, des coalitions, soit que ce soit des votes au texte par texte. Comment vous envisagez les choses ? Alors moi, j'envisage une majorité absolue au Parlement. Ouais. Je veux dire, on ne va pas commencer à solder l'avenir. D'ailleurs, les premières enquêtes montrent que les Français ont une envie de donner une majorité à ce jeune président. Moi, je pense que vous allez avoir du mal, madame, à aller sur le terrain pour dire aux Françaises et aux Français, allez voter dimanche pour faire en sorte que le pays ne soit pas gouvernable, qu'il y ait une alternance de non, pas une alternance, mais une cohabitation de 5 ans. Qui aurait une cohabitation de 5 ans. Je pense que le discours sera complexe. Pour rebondir sur ce que disait Michel Destot tout à l'heure, il y a des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite, qui se retrouvent. Michel Destot est sur une ligne social-démocrate qui est extrêmement proche en bien des aspects de la ligne qui sera défendue. Donc si il y a des majorités qui doivent se construire au fil des textes, ou si des personnes souhaitent rejoindre la majorité de La République En Marche au cours du mandat à venir, qu'ils viennent de la gauche ou qu'ils viennent de la droite, il n'y aura pas de... Mais partez du principe, s'il vous plaît, qu'il y aura une majorité parlementaire. C'est très important pour le pays, parce que c'est ce qui va faire la destinée politique de notre pays. Alors, moi, je ne suis pas pour le parti unique, et je considère qu'on peut être pour une majorité présidentielle, je le dis de façon très constructive, pour les 5 ans qui viennent, parce qu'il faut que ça réussisse pour la France. On ne peut plus continuer comme on l'a fait jusqu'à présent, sinon on aura le rendez-vous dans 5 ans avec le Front National. Mais on peut avoir une majorité présidentielle avec des sensibilités, des partis différents, à condition qu'il y ait un contrat, on appelle ça, c'était Mendès France qui le disait, un contrat de législature, c'est-à-dire qu'il y a
un engagement des uns et des autres pour suivre une orientation dans la clarté. Alors, moi, je ne suis pas pour le parti. Je voudrais qu'on avance dans l'émission. La gauche et la droite sont tellement. On a demandé son avis à un expert que vous connaissez bien, sans doute, André Laurent, puisque c'est un Haut-Savoyard, ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, qui est votre suppléant, qui ne se représente pas. On écoute d'ailleurs sur les règles de conduite que les députés LR devront suivre, parce que Bernard Accoyer est aussi secrétaire général du parti. À chaque fois qu'un candidat qui part avec une étiquette partisane, avec une bannière partisane, s'il dit finalement je vais me mettre avec nos adversaires, évidemment on l'écarte, ou en tout cas on l'exclut. Pourquoi ? Parce qu'il faut une clarté, il faut une lisibilité pour les électeurs, pour les citoyens. La droite, la gauche, ça existe depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis la République. La droite, la gauche ont résisté aux restaurations, ont résisté au Second Empire. C'est comme ça. Et nous devons, bien entendu, aujourd'hui, tenir compte de la nécessité qui caractérise la démocratie d'un débat. C'est un débat idée contre idée, projet contre projet. Ce n'est pas un combat de personnes, c'est un débat d'idées. Et il est la richesse de la démocratie. Il est la vie de la démocratie. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il puisse y avoir une gouvernance qui soit strictement exonérée de la droite et exonérée de la gauche. Annabelle André-Laurent, si vous êtes élu, il faudra rester dans le cadre. Mais visiblement, les choses sont claires à LR. Pour le moment, en tout cas, si on remarque, 100% des parlementaires qui sont sur la liste d'Emmanuel Macron sont des parlementaires socialistes. Ah oui. Pour le moment, l'union de la droite et du centre tient sur un projet, un programme, des valeurs communes, et on pense bien évidemment, se présenter pour avoir une majorité absolue au second tour des législatives. On travaillera avec le président qui a été élu sur sa personnalité. Si un texte vous convient, est-ce que vous allez le voter ou est-ce que vous respecterez la directive du groupe ? Mais si un texte nous convient, on l'a toujours voté. Excusez-moi, on est dans une opposition. J'ai toujours été dans une opposition constructive. Alors, vous découvrirez. Personnellement, j'ai toujours été dans une opposition constructive. Et de toute façon, on part pour gagner, pour avoir une majorité absolue. Je suis désolée, mais pour le moment, vous êtes tous les deux socialistes. Vous étiez socialiste, vous êtes avec Macron. Vous parliez des inégalités sociales. Excusez-moi, pour le moment, c'est vous qui étiez au pouvoir et on voit les fraudeurs qui ont eu lieu et qui ont existé au niveau du gouvernement. Je parlais de vous quand vous allez être dans les rangs de l'Assemblée. Moi, quand je serai dans les rangs de l'Assemblée, je serai avec une majorité absolue de la droite et du centre. Les directives de groupe, elles existent. Je serai dans une majorité absolue de la droite et du centre et on portera notre projet et on travaillera avec le président de la République. Effectivement, il y a une différence parce que Madame a parlé d'assistanat et nous avons parlé d'inégalité sociale. De ce point de vue-là, il est clair qu'il existe encore. Vous allez d'ailleurs prononcer le mot assistanat. Je crois que si on regarde, on s'intéresse un petit peu à la droite et au centre, je pense qu'il y a un certain nombre de divergences entre la ligne portée par Monsieur Laurent Wauquiez et la ligne qui va être portée, par exemple, par Bruno Le Maire ou par, je suis dans le groupe de gauche, humaniste, progressiste et socialiste. C'est son intitulé. C'est son intitulé, avec des gens du MoDem aussi. Et donc, il y a une différence très nette entre la politique conduite par Laurent Wauquiez et la politique prônée en son temps par Alain Juppé. Je crois que vous avez des différences qui sont extrêmement fortes. Nous avons un programme pour que les gens comprennent bien. Dans le fonctionnement parlementaire, déjà, moi, je voudrais rassurer celles et ceux qui seraient inquiets en disant bien que le renouvellement de la classe politique, vous avez vu la liste qui a été des 450 noms, vous avez des gens qui sont issus de la société civile pour 52% d'entre eux sans jamais avoir eu de mandat, qui ont 46 ans d'âge moyen, 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, non, mais je voudrais leur dire aux Françaises et aux Français qui nous regardent aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude. On s'habitue très vite à l'activité parlementaire, on rentre très très vite dans le bain. Et ça va faire c'est d'abord connaître le terrain, excusez-moi, et après travailler à l'Assemblée nationale. Laissez finir une phrase à votre co-débatteur, c'est plus correct. Ça va permettre d'avoir une activité parlementaire tout à fait nouvelle, très enrichissante. Justement, on va casser un certain nombre de codes, mais les codes, les Français ont montré qu'ils n'en voulaient plus de ces codes. Ils étaient usés, ces codes. Donc, on est capable d'avoir une dynamique collective, quelque chose de constructif à l'Assemblée. Moi, je trouve ça vraiment réjouissant. Michel Desnos, il y aura des changements de comportement. Je l'espère, j'aspire à ce changement de comportement. Il vaudra pour tout le monde. Quand je vois, y compris... Est-ce que vous avez été acteur et témoin peut-être de ces blocages Et j'ai pris mes responsabilités. Il m'est arrivé de voter
ne serait-ce que pour la déchéance de nationalité, contre la proposition qui était celle du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, car je considérais que les valeurs, les convictions qui étaient les miennes ne me permettaient pas de le voter. Je me souviens du discours ici de Sarkozy qui avait été, j'étais en première ligne pour dénoncer le méfait d'un tel discours. Et à l'inverse, est-ce que vous avez voté, voté des textes présentés par la droite ? Il y a eu des moments où on a eu des textes que nous avons effectivement votés, comme on le fait dans l'ensemble des collectivités territoriales. Mais j'ajoute que nous avons aussi une dimension collective. On ne va pas se raconter d'histoire. La France doit se structurer, et ce serait être majeur que de le dire de cette façon-là, à travers des orientations portées collectivement par les formations politiques. Elles peuvent être nouvelles, elles peuvent changer, avec des capacités de négociation et de revenir à un équilibre entre Parlement et exécutif me semble aller dans le bon sens. Non pas pour perdre du temps, non pas pour perdre dans des débats indéfinis, mais on ne peut pas accepter de transformer la vie démocratique de notre pays si on ne croit pas aux structures intermédiaires, je pense aux collectivités territoriales, je pense aux syndicats, je pense aux associations, et si on ne croit pas qu'à l'intérieur du Parlement, on puisse avoir des coalitions dans le cadre, par exemple, d'une majorité parlementaire. Je voudrais que vous répondiez à C'est Olivier très Véran important de dire ça, parce ligne... que ce n'est pas exactement ce qui est dit. Quand on revendique de vouloir une majorité absolue, et on demande d'ailleurs aux futurs députés macronistes, il y aura d'être conscients qui s'engageaient clairement de A jusqu'à Z à ce que dira le président. Je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas forcément. Mais on coupe la parole, M. Lestot, quand il s'embarque dans un grand monologue. Monsieur le professeur. En tout cas, j'espère. Par rapport à la réflexion d'Olivier Véran, est-ce qu'aujourd'hui la ligne LR, elle est claire ? On a un projet qui est clair, mais moi, permettez-moi quand même de réagir sur une chose qui m'inquiète en tant que novice. Je fais beaucoup de terrain, je suis une locale, mais en tant que novice. Effectivement, les partis de la droite, de la gauche, du centre-droit, du centre-gauche ont toujours existé. Ce que nous propose M. Macron, c'est un parti qui va gouverner la France. Et du coup, il n'y aura plus d'opposition à part l'extrême droite et l'extrême gauche. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour le débat démocratique français. Je veux que tout le monde puisse exprimer. Ça m'inquiète réellement si on a le parti de Macron, l'extrême droite et l'extrême gauche. Où va être le débat d'idées ? Voilà, je veux dire, vous ne pouvez pas vous positionner uniquement par rapport aux propositions d'Emmanuel Macron. Il faut que vous bâtissiez vous-même votre programme. Nous avons notre programme, nous avons nos projets, mais je suis très inquiète pour la démocratie. Un témoignage un petit peu quand même, que ce n'est pas clair pour tout le monde non plus le programme. On est allé voir Dominique Dore, qui est lui aussi quand même un député sortant LR de Savoie, qui brigue un 5e mandat. Eh bien, écoutez lui comment il va procéder dans sa campagne. Macron propose la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une mesure que Sarkozy avait fait adopter. Je ne vais pas voter contre parce que c'est Macron qui la propose. Ce serait absolument absurde. Emmanuel Macron veut réduire le nombre de fonctionnaires. 100 000, 200 000, enfin 125 je crois exactement. Nous on proposait 500. Ok, c'est moins, mais c'est quand même la direction de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on voulait faire. Est-ce que je vote contre parce que c'est moins et parce que c'est lui ? Non. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai publié sur Facebook dimanche soir à 20h pétantes, au moment des résultats, un travail au fond de mise à jour de mes convictions sur les questions sécuritaires, budgétaires, économiques et sociales. Et je vais donc me tenir au fond à mes convictions. Je crois que les Français ne supporteront pas longtemps qu'on soit dans une espèce soit de collaboration béate qui est absurde, soit d'opposition frontale qui est absurde aussi. Opposition par rapport à quoi ? Cohabitation sur quel programme ? Tout ça est flou. Donc, pour la première fois, je pense que chacune et chacun des candidats va devoir se positionner sur ses convictions. J'ai gardé la dernière phrase. Intéressant. Parce qu'il a fait combien de mandats, Dominique Dore ? Combien d'années au Parlement sans voter en fonction de ses convictions ? Vous voyez que les lignes bougent et que c'est une bonne chose et que c'est une respiration pour la démocratie. Les lignes bougent. Emmanuel Macron est en train de réussir son pari. Les gens vont voter en fonction de leurs convictions. J'ai envie de vous dire, formidable. Je ne partage pas complètement cet aspect des choses, qui est une des positions personnelles. Je l'ai encore montré, si j'ose dire, quand j'ai voté contre la déchéance de nationalité.
parce que c'était mes convictions, parce que c'était mes valeurs, mais je considère que l'engagement est aussi un engagement collectif, notamment au niveau d'un pays. Il est important parce que c'est, je pense, une orientation qui doit être portée par un maximum de gens, donc une dimension collective qui doit exister. Or, c'est forcément des projets contre des projets. Ce n'est pas des projets individuels qui sont portés par tel ou tel député. Nous sommes tout de même respectueux d'une démocratie, et cette démocratie, elle s'organise dans la Constitution. Il est rappelé que les partis favorisent, nourrissent pourquoi on en arrive à cette situation-là, c'est que il faut faire très attention à ne pas considérer que ce serait finalement une sorte de fédération de députés qui chacun porterait son propre projet. Je pense que ce n'est pas acceptable. Aux législatives, les Français ne vont pas voter pour des listes, ils vont voter pour des individus qui vont s'inscrire dans un groupe, comme dans des orientations. qui vont s'inscrire dans un groupe parlementaire. À la rigueur, je vais vous dire sincèrement, comme quoi, l'ouverture. Moi, je suis intéressé par la position de Dominique Dore. C'est bien qu'il affiche ses convictions. S'il s'y tient, par contre, je suis désolé qu'il ait fallu combien de mandats, encore une fois, pour qu'il puisse s'en rendre compte. On peut être dans une logique de groupe et de dynamique de groupe, mais parfois ça peut nous conduire à faire des erreurs collectivement. Et ce fonctionnement-là, les Français n'en veulent plus. Je donnerai juste un exemple. Quand nous sommes arrivés, moi je ne connaissais pas le fonctionnement des collectivités, en tout cas pas de façon pointue. L'une des premières décisions en 2012, ça a été de supprimer le conseiller territorial, parce que ça avait été mis en place par Sarkozy. Et il est vrai que derrière, pendant des années, on a couru derrière une réforme territoriale pour essayer de compenser le fait qu'on avait supprimé quelque chose qui finalement n'aurait peut-être pas été si mauvais. L'intérêt général, c'est parfois d'être capable de dire on écoute ce que l'autre peut nous proposer et on essaye de trouver des consensus. Annabelle André-Laurent, Michel Destot. C'est peut-être mon œil neuf. Voilà, allez-y. Je ne me retrouve pas vraiment dans le débat que je trouve très politicien. Encore une fois, il y a le temps des législatives. Laissons choisir les Français sur un débat d'idées, un débat de programme. Vous faites des supputations sur comment vont se répartir les uns et les autres. On n'a pas voté. Laissons le 11 et 18 juin. Il y a un vote qui vient d'intervenir et qui a rejeté les partis traditionnels. Nous réagissons à il y a un vote qui est intervenu, qui a rejeté... Il y a eu les affaires, qui a rejeté le Front National. Je suis désolée, il faut le dire, au deuxième tour. Il y a une adhésion à une personnalité. On n'a pas vu encore le président Emmanuel Macron travailler. On se présente maintenant aux législatives sur un programme, un débat d'idées dont on a été privé pendant la campagne présidentielle. Je suis désolée. Laissons choisir les Français sur un programme d'idées pour voir qui aura la majorité. Il y a la possibilité d'une majorité présidentielle. On verra. Et si on a des convictions, voilà, moi je suis socialiste, je dis que j'ai des convictions, je dis que la démarche est collective, mais je dis que cette autonomie que nous revendiquons, elle peut être constructive. Alors on a parlé beaucoup de dans une majorité présidentielle. Beaucoup aussi donc du centre, ça serait le centre, les centristes. Alors nous on a voulu voir un petit peu dans quel état d'esprit ils étaient. On s'est rendu en Haute-Savoie, chez vous à Annecy, et donc l'UDI 74 avait son assemblée générale mardi dernier. Nous y sommes rendus avec Jordan Guéant, Dominique Sommet et Aurélie Massé. Des saluts et des grands sourires. La famille centriste aux Savoyardes, élue, cadre, animateur, n'a pas caché sa satisfaction de voir Emmanuel Macron réussir son pari. Je suis très satisfaite de ce résultat. J'ai toujours cru au centre depuis des années et en fait, voilà, on y arrive. Ça y est, on a enfin un centriste à la tête du pays et c'est formidable. La vraie question posée aujourd'hui au centre, c'est quel projet pour la France et est-ce qu'on enferme Emmanuel Macron dans une cohabitation ou est-ce qu'on l'aide à gouverner? Et évidemment, les centristes sont plutôt sur la deuxième hypothèse. Durant près de 2 heures, c'est la future ligne du mouvement qui a été débattue, notamment pour les législatives. Certains élus n'ont pas attendu la victoire d'Emmanuel Macron pour solliciter l'investiture d'En Marche et dénoncer l'hégémonie Les Républicains dans le département. On est toujours confronté à des accords qui sont des accords nationaux. Sur la Haute-Savoie, vous avez 6 républicains sortants. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de place pour des UDI parce que le principe, c'est que lorsque vous êtes républicain et que vous êtes sortant, forcément vous avez l'investiture. Donc l'UDI n'aura jamais de place en Haute-Savoie et c'est bien de passer par En Marche. Pour autant, l'UDI 74 ne souhaite pas la guerre des droites et respectera ses engagements. L'UDI 74 reste fidèle à ses valeurs. Il y a un accord, les Républicains UDI national, nous le déclinons ici. On peut toujours regretter, et ça a été exprimé ce soir, qu'il n'y a pas même de suppléants UDI dans les circonscriptions qui se présentent. Alors peut-être qu'il y aura quelques candidats UDI qui pourraient, en réaction, partir à titre individuel, mais nous ne s'en tiendrons pas. Xavier Roseran et Marion Laine, qui avaient postulé pour l'étiquette En Marche aux législatives, font partie des candidats investis jeudi dernier.
Alors, on parlait de recomposition, Annabelle André-Laurent, c'est le cas en Haute-Savoie, alors. Je voudrais réagir tout de suite parce que, pour moi, c'est caricatural. Xavier qui dit il n'y a pas de place pour l'UDI, alors je prends l'étiquette En Marche pour avoir une place. Globalement, c'est l'opportunité d'avoir une place. Je suis désolée, ce ne sont pas mes convictions. Il a dit il n'était pas très loin quand même. Que l'UDI ne pouvait plus émerger vu l'hégémonie des Républicains. Donc, alors du coup, il prend l'étiquette en Marche pour essayer d'avoir une place. C'est quand même ce qu'il a dit. Je suis désolée, ce n'est pas mes convictions ni mon positionnement politique. Et ça tombe très bien. Ce matin, j'ai fait ma conférence de presse de lancement de campagne. J'étais ravie d'avoir à ma droite Bernard Accoyer, qui est mon suppléant, et à ma gauche, Jean-Luc Rigaud, qui est le président départemental de la Fédération oui, alors, UDI. Je voulais revenir sur ça et puis avoir votre avis, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, les centristes, qui sont au cœur du truc et qui ont même vu maintenant avec Emmanuel Macron leurs idées arriver à l'Élysée, ils soutiennent, en gros, ils soutiennent Macron au national, mais ils ne soutiennent pas les macronistes au plan local. Faites un peu de raccourci. Non, je pense qu'il y a du trouble. L'onde de choc, encore une fois, des 2 dimanches électoraux que nous avons vécus, cette onde de choc n'a pas fini encore sa route. S'il reste encore 150 places à attribuer pour des candidates et des candidats de La République En Marche dans ce pays, c'est bien que l'onde de choc n'a pas fini sa route. Et il y a des récompositions politiques partout. La gauche de la gauche est empêtrée actuellement dans des guérillas entre Jean-Luc Mélenchon, les communistes, etc. Vous avez un certain nombre de militants des partis ou de la gauche traditionnelle ou de la droite traditionnelle qui sont aujourd'hui un peu perdus. Et vous avez... Excusez-moi, j'ai une dernière question, l'émission finit. À Michel Destot, vous allez faire campagne. Comment vous allez faire campagne contre un macroniste ? Bien, je vais faire campagne sur mes thèses. Hein, ça va être compliqué chez vous aussi. Pas du tout. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un. Du tout. Je suis socialiste, d'ailleurs, tout le monde le sait. Hein. Je n'ai jamais changé de conviction, c'est ma famille politique. Je vais me battre sur ces orientations, des orientations donc autonomes par rapport au parti macroniste, mais constructives, car je considère qu'il faut faire réussir la France dans les 5 ans qui viennent. J'ajoute qu'il est important aussi qu'on regarde la figure qu'aura le prochain Parlement. Ce n'est pas simplement la gauche, la droite, le centre. C'est aussi la composition sociologique. Et de ce point de vue-là, j'attire l'attention sur le fait qu'on ne peut pas avoir toujours des gens qui ne représentent pas l'ensemble de la diversité française. Un dernier tour de table sur l'issue des législatives. Qu'est-ce que vous prévoyez ? En fin d'analyse de la politique ? Optimiste, pessimiste, ça va être le bazar. Comment... Je sais bien que mon parti ne va pas faire un score terrible. 93, 57 députés, 2 ans après, Lionel Jospin était en tête des présidentielles au premier tour, et ensuite, il était 4 ans après Premier ministre. Olivier Véran ? Moi, je ferai campagne pour et pas campagne contre, avec les militantes et les militants d'En Marche, mais aussi toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre sur le terrain pour apporter une majorité solide et forte. Encore une fois, le pays doit être gouvernable et il sera gouverné. On va pouvoir continuer après. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission et bonne campagne à tout le monde et on se retrouve pour un prochain Dimanche en politique. Bon après-midi à tous.